Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au jury du dimanche e-radio ITV. Ousmane Sène en est l'invité aujourd'hui, il est le directeur du WARC et spécialiste des États-Unis. Bonjour Ousmane Sène. Bonjour Mamoudou, c'est un plaisir renouvelé d'être toujours en face de vous pour discuter en profondeur de l'actualité. Plaisir partagé. Le jury du dimanche traverse l'Atlantique. On ne peut pas y échapper quand on embarque avec le très américanophone professeur Ousmane Sène, homme de lettres. Vous êtes agrégé en littérature africaine et afro-américaine. Vous avez été chef du département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous venez de prendre votre retraite. Oui, c'est vrai. Oui. Le retrait définitif? Oui, par rapport à l'université, oui. Je peux peut-être de manière volontaire et bénévole offrir ma disponibilité à mes collègues et aux étudiants. Mais là, voilà, c'est la retraite. Mais comme je suis aussi dans un autre système, un système américain, je ne suis pas encore en retraite du WARC parce qu'aux États-Unis, non seulement les professeurs, ils peuvent fonctionner jusqu'à dépasser l'âge de Biden, mais dans les... 18 ans, justement, Biden. L'Amérique vient d'élire un président âgé de 78 ans. Le président est en fait celui qui va être bientôt l'ancien président. Oui, Donald Trump. Ou Donald Trump sont parmi les plus vieux présidents et les plus vieux candidats dans l'histoire des États-Unis. Au Sénégal, à 75 ans, vous ne pouvez plus vous présenter à une élection présidentielle. Oui. Les réalités ne sont pas les mêmes. Bon, enfin, les réalités ne sont pas les mêmes, ça je ne peux pas dire ça parce qu'il s'agit finalement de l'homme et de la femme. Que vous soyez américain, que vous soyez sénégalais, vous êtes homme ou femme. Parce que 75 ans, ce n'est pas nécessairement la sénilité. On parle de Biden qui peut oublier certaines choses, mais Biden est passé par des événements douloureux dans sa vie qui ont certainement laissé des séquelles. Mais il est d'un courage et d'une détermination extrême, apprenant de son papa que lorsque vous tombez, il faut nécessairement vous relever. Il s'est relevé de situations traumatisantes, une maladie avec laquelle, avant d'entrer dans la salle d'opération, il a donné ses dernières volontés à ses enfants et il leur a dit au revoir. Il s'en est sorti. La mort de sa femme, première femme, la mort de sa fille et la mort aussi d'un de ses fils beaux, tout ça, ça a été tellement traumatisant. Bon, qu'effectivement, il peut oublier. Mais à son âge, on peut quand même faire beaucoup de choses. Et vous avez vu Donald Trump. Donc l'âge, il faut peut-être revenir là-dessus ou réfléchir là-dessus. À l'image de ce que je ne veux pas nommer, on se bonifie avec l'âge. Absolument. Écoutez, surtout dans le milieu universitaire, je ne vois pas, moi, que j'ai été plus performant quand j'étais jeune assistant au département d'anglais que je ne le suis maintenant. J'ai accumulé, je crois avoir accumulé plus de sagesse, mais le mot sagesse, en fait, a deux sens. Et c'est ça qui est important. Le mot sagesse, c'est savoir tenir le bon comportement. Mais le mot sagesse inclut aussi la dimension du mot latin sapientia, qui veut dire le savoir. Et le savoir s'acquiert quand vous étudiez, mais le savoir s'acquiert aussi avec le temps. D'ailleurs, n'est-ce pas dans le Coran qu'on a dit allez chercher le savoir jusqu'en Chine. Quand vous avez voyagé jusqu'en Mongolie, que vous ayez vécu certaines choses, que vous vous soyez frotté avec beaucoup de personnes et de personnalités dans le monde, je crois que votre sagesse, c'est-à-dire votre capacité de savoir, est plus importante que ce que vous aviez à l'âge de 25 ou 30 ans. Ousmane Sène, parlons maintenant d'une question d'actualité brûlante avant de revenir sur les États-Unis et sur d'autres sujets comme la recomposition politique en cours au Sénégal également, les mémoires de Barack Obama, les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Parlons donc de ce sujet d'actualité brûlante, l'immigration ou la migration irrégulière. Peut-on convoquer Christophe Colomb pour expliquer, voire justifier le désir des jeunes Africains, Sénégalais,
d'aller voir ailleurs au risque de leur vie. Le président John Fitzgerald Kennedy l'a si bien compris qu'il a écrit un texte mémorable qui s'appelle « We are a nation of immigrants ». Donc l'immigration ou la migration fait partie de l'histoire et de la culture américaine. Donc vous avez parfaitement raison d'invoquer Christophe Colomb, parce que peut-être sans Christophe Colomb, l'Europe n'aurait pas découvert l'Amérique pour pouvoir y aller. Je n'aime pas le mot découvert, parce que découvrir, ça veut dire que vous créez la chose avec votre arrivée, alors que la chose existait depuis longtemps. C'est pour ça qu'un grand reggaeman qui s'appelle Burning Spear, il a fait un morceau où il parle de Christophe Colomb, et il dit « Christopher Columbus is a damn blasted liar. He said he discovered America, but before him were the Arawaki Indians. » Christophe Colomb est un fief et menteur. Il prétend avoir découvert l'Amérique, mais avant lui, il y avait des Indiens Arawaki. Donc, au-delà de ça, il y a même d'autres migrations dans l'histoire américaine que beaucoup ne savent pas. Cette migration intérieure, après l'esclavage, les Noirs étaient libres. Oui, mais si vous n'avez pas les moyens économiques, comment vous pouvez être libre? Donc il y a eu ce mouvement intérieur de migration vers le nord pour trouver du travail et survivre. Justement, c'est grâce à la migration que l'Afrique a été colonisée. Absolument. Qu'il y a eu la traite négrière. Absolument. Quelle approche faut-il avoir du phénomène d'aujourd'hui? La migration irrégulière, oui, qui tente des milliers et des milliers de jeunes Sénégalais, Africains, mais qui meurent dans la mer. Vous savez, je crois que c'est la migration qui a fait le monde. Sans la migration, vous croyez que les Européens auraient été au contact des civilisations arabes pour les acquis scientifiques qu'ils ont eus et qui leur ont permis d'évoluer? Vous connaissez tous ces bateaux qui venaient du Liban et qui découvraient le monde. Je crois que la migration est partie intégrante de la vie humaine et de l'évolution de l'espèce humaine. C'est extrêmement important. Maintenant, ce qui se passe actuellement au Sénégal et dans certains pays africains est extrêmement douloureux. Je crois que c'est un suicide. Parce que si vous allez à un point où vous vous dites « ma vie n'a plus d'importance » parce que vous ne produisez rien, parce que vous ne contribuez rien. Et au niveau de votre famille, vous êtes tout simplement une bouche à nourrir. Pas une bouche que vous nourrissez vous-même, mais une bouche à nourrir par votre papa, par votre maman, peut-être même par votre sœur quelque part. C'est extrêmement humiliant. C'est extrêmement humiliant. Le travail, finalement, est une donnée importante pour la qualité de la vie humaine. Si vous n'avez pas ça, vous êtes tenté, mais aussi tenté que l'on puisse être. Je crois qu'aller chercher le succès en se suicidant, mais c'est une quête vaine. Vous dites que c'est un suicide, vous l'universitaire. Ah oui. Vous l'universitaire. Il y a également que le religieux, le porte-parole du Khalife général des Mourides, oui, parlant au nom du Khalife général, Seyni Muntaha, a dit que c'est un suicide. C'est un suicide, peut-être inconscient, mais oui, moi, oui, compte tenu de l'expérience que j'ai de la vie et aussi du monde, si vous me mettez dans un rafio et que vous me dites, vous m'amenez en Espagne, mais je ne prendrai certainement pas. Parce que je sais que traverser la mer avec des bateaux, des pirogues comme ça, c'est pratiquement un suicide. Si vous vous en sortez, vous pouvez dire Alhamdoulillahi Rabbil Alamina. Donc, je crois qu'on peut chercher le succès, on peut chercher le travail et on peut réussir dans la vie, mais il faut bien calculer. D'autre part, Mamadou, oui, il y a aussi une question que je me pose. Vous avez 700 000 francs dans votre poche et vous allez payer un passeur, mais 700 000 francs, c'est suffisant pour qu'on puisse investir quelque part. Et ce que je dis... 700 000 francs obtenus grâce à des cotisations au sein de la famille. Votre maman peut payer. Oui, votre maman peut vendre, voilà, grâce à des tontines. Mais on a entendu le directeur général de la délégation à l'entrepreneuriat rapide en faveur des femmes et des jeunes dire qu'il y a des bénéficiaires de financement de la DER qui ont pris l'argent pour prendre des pirogues.
je crois que c'est impensable. Enfin, c'est pensable parce que la seule conclusion qu'on peut dire, c'est pardonnez-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la Bible. Hein? Forgive them, Lord, they don't know what they are doing. Parce que s'ils étaient avertis de tous les dangers, 5 millions quand même, vous pouvez avoir un petit quelque chose à faire avec. Il y en a même qui sont allés jusqu'à 10 millions. C'est pour ça que hier, quand j'ai entendu les jeunes de Kolda, je me suis dit, alhamdoulilah, ce n'est pas tous les jeunes Sénégalais qui vont s'embarquer. Parce que ces jeunes-là que j'ai écoutés à la radio, ils ont carrément dit ceci. On n'attend pas tout de l'État. Et on ne reste pas là où on est. On va trouver quelque chose à faire. Ils ont même utilisé l'expression que j'ai admirée. Ils ont dit qu'ils veulent être des self-made men. C'est-à-dire, avec ce qu'ils sont et avec l'environnement qu'ils ont, ils vont essayer de trouver les moyens de trouver quelque chose sur place. Je crois que dans tout ça, il y a la tentation suscitée par l'ignorance, mais la tentation aussi suscitée par, si vous voulez, une influence nocive qui pourrait venir de ceux qui sont déjà installés et qui peut peut-être encourager ces jeunes-là à aller vers l'inconnu. Il y a aussi, il faut le dire, l'environnement familial n'est pas toujours encourageant. On le comprend. Une mère qui à 50 ans veut que son fils réussisse pour l'aider peut peut-être sortir certaines choses de la bouche. Mais à force de le faire, je crois que l'enfant est poussé vers des choses impensables. Jury du dimanche avec Ousmane Sène, directeur du WARC et spécialiste des États-Unis. Mais Ousmane, il y a quand même cet élan citoyen. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux, un deuil national a été décrété sur la twittosphère. 480, c'est l'initiative citoyenne lancée, avec même une manifestation ce samedi. Une frange de l'opinion, pour ne pas dire une bonne frange de l'opinion, a le sentiment que l'État ne prend pas en charge cette question de la migration irrégulière des jeunes. Quel discours faut-il leur tenir justement? Quelle réponse concrète? Honnêtement, moi ma conviction, c'est que, l'État, comme on nous mettait dans nos cahiers là, quand on a fait un devoir, peut mieux faire. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment raisonnable de dire que l'État ne fait rien. Parce que les faits sont là. Je pose la question, quel est le pays dans le monde entier qui a réglé le problème du chômage sur son territoire? Lequel? La puissance américaine a des gens qui dorment sous les ponts. La puissance américaine a des gens que l'on appelle homeless, sans domicile fixe. Ça pullule. Il suffit d'aller dans certains lieux d'habitation, surtout des hispaniques et des noirs, pour voir que la pauvreté s'est installée résolument dans certaines zones aux États-Unis. Et pourtant, c'est la puissance du monde. Et on se dit qu'on attend que les États-Unis nous aident. Mais les États-Unis ne parviennent pas à régler ce problème-là sur leur propre territoire. Ce que vous dites est intéressant. Pour autant, c'est vrai, il y a beaucoup de chômage aux États-Unis et ailleurs dans des pays développés, mais ces jeunes ne sont pas tentés par cette migration suicidaire. Mais en Afrique, c'est tout à fait le contraire. C'est pourquoi je dis, mais que faut-il dire à ces jeunes, mais que faut-il faire concrètement? Oui, concrètement, je crois que les pouvoirs publics et le secteur privé, chaque fois devraient se dire la priorité dans nos activités et dans nos initiatives, c'est de trouver un travail à nos jeunes. Parce que si vous n'en trouvez pas, non seulement vous avez ce mouvement-ci, mais la pauvreté et le manque de travail est le lit du terrorisme. Ah oui. L'oisiveté chez les jeunes, c'est véritablement, si vous voulez, une plaie. Je dirais même, c'est la peste. C'est une pandémie, c'est une épidémie. Ce que ça peut produire de négatif, on ne peut même pas l'imaginer. La dislocation et la destructuration de la famille. Parce que ça peut pousser les jeunes à des abus qui font qu'ils n'ont plus aucun reste. Ils ne voient même pas leurs parents, ils sont capables de les tuer. Aujourd'hui, vous dites, aujourd'hui, c'est la tentation suicidaire de l'immigration, mais demain, qui sait, c'est peut-être le djihadisme, le terrorisme. Absolument, absolument. Et des familles déstructurées
parce que les enfants, pour essayer de sublimer leur angoisse, leur anxiété et la haine de soi-même qu'ils ont, préfèrent aller, si vous voulez, noyer ce malheur-là dans des substances qui les transforment en démons. Il n'y a rien de bon dans le manque d'emploi chez les jeunes. Donc je crois que parmi les priorités que devrait suivre l'État, mais aussi le secteur privé, c'est qu'est-ce qu'on va mettre ensemble pour que de plus en plus de jeunes trouvent du travail. Parce que j'ai une image. Fan résidence, qu'est-ce que vous voyez? Bientôt les examens. Vous avez des étudiants qui sont sous les arbres et ils passent la journée dans les bars, ils ne vont même pas manger pour pouvoir faire leurs examens et avoir leur diplôme. Je crois que quelque part, sans pouvoir dire totalement que l'État ou le secteur privé ou les chevaliers d'industrie sont responsables, il faut dire que quand même ces jeunes-là qui font tout pour avoir leur diplôme et se qualifier, il faudrait que quelque part ils se disent, une fois qu'on aura ça, on pourra travailler et aider maman et papa. Parce que c'est tout ce qu'ils disent. Oui, mais un secteur privé lui-même sinistré avec des entreprises qui ferment, une situation difficile à cause de la pandémie, d'où peut-être l'absolue nécessité vraiment de relancer économiquement les choses au Sénégal. Oui. Ah ben, à entendre les autorités, surtout le ministre je crois, des Finances, je crois que bon, ils se sont arrangés pour que quand même l'impact de la Covid là soit moins grave et que finalement, au lieu de moins, il y aura quelque part un petit plus, même si ça ne taquine pas les 10%. Le taux de croissance. De quelques, voilà. Mais il y a quand même la réalité que vivent aussi les entreprises. C'est ce que disent les gens, on ne mange pas un taux de croissance bon. Mais il faudrait mettre en place, je crois, de quoi aider les entreprises à reprendre, mais il faudrait aussi mettre en place des projets. J'ai entendu un projet de construction qui va utiliser 3000 personnes au niveau de Diamniadio. Je crois que c'est une initiative entre le secteur privé sénégalais et les Chinois. Oui. Oui, mais des initiatives comme ça, c'est-à-dire que des initiatives à forte demande en main-d'œuvre. Ouais, je me rappelle la première fois. Vous parlez de Dakar. Voilà. La première fois que j'ai entendu cette expression, c'était avec le président Abdou Diouf, qui voulait aussi initier des choses qui pourraient absorber quand même le grand taux de chômage qu'il y a dans ce pays. Chômage, pauvreté, c'est le couple infernal. Hein? Oui, absolument. Absolument. Et c'est difficile. C'est pour ça que je crois, je dis toujours, il faudrait qu'on fasse beaucoup plus que les autres pour pouvoir s'en sortir. Et il faudrait que l'on organise systématiquement ce que l'on fait pour en tirer le maximum de profit. Et je me dis aussi que, quelque part, il ne faut pas que la politique nous ralentisse notre marche. Je crois qu'on est des experts en politique, mais on devrait être experts ailleurs. Ouais. À mon sens, la politique, tous les Sénégalais savent faire de la politique, savent parler de politique, savent parler aussi comme moi. 16 millions d'analystes. 16 millions d'analystes, 16 millions de politiciens, 16 millions de diplômés en critique. Mais il faudrait qu'au moins il y en ait 14 millions qui puissent être des chevaliers d'industrie, qui puissent donner une plus-value à ce que Dieu nous a donné. Et ça, c'est une recommandation de l'islam. C'est une recommandation forte de l'islam et du christianisme et de la religion puritaine aux États-Unis. Il faudrait qu'il y ait un plus-value. Et il faudrait aussi que l'on soit convaincu, comme les puritains, comme les pères Fellerin, les fondateurs des États-Unis, qu'on doit chercher le succès en ce monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on leur a demandé, mais si vous êtes élu, si vous êtes élu, comment pouvez-vous le savoir? Parce que si vous êtes élu, ça veut dire que vous êtes destiné au paradis. Mais avant d'aller au paradis, comment pouvez-vous le savoir? Ils disent, certainement, Dieu vous enverra des signes. Vous savez, des signes de Dieu, c'est quoi? C'est la richesse. Être opulent, bien vivre dans cette vie, bien manger, avoir tout bien, ça veut dire que Dieu vous a choisi pour être heureux au paradis. Donc, il faudrait qu'on en fasse une sorte de quête permanente. Je sais que les mourides ont ça aussi comme viatique, mais il faudrait que tout le Sénégal, chacun se dise, même le petit brin de balai que je
que je prends de la rue pour nettoyer, c'est du travail et Dieu va m'inscrire ça comme un bon point. C'est important. Ousmane Sène du WARC, invité du jury du dimanche, iRadio, ITV. Alors, cette recrudescence de la migration irrégulière coïncide avec l'apparition d'une maladie qui se caractérise par des éruptions cutanées chez des pêcheurs, d'abord à Thiaroye, ensuite on parle maintenant de Thiès. La pathologie se réduit à la pollution de la mer par un produit toxique qui n'est pas encore identifié. La forte présence justement de grands navires de pêche industriels, aujourd'hui on parle de renouvellement des accords de pêche aussi avec l'Union européenne, n'est-elle pas une piste sérieuse d'enquête? Encore que je demanderais aux gens d'être prudents. Les accords de pêche portent sur quelle espèce? Parce qu'il y a plusieurs types de poissons. Oui, le thon et le merlu, voilà, on l'a dit. Il y a des poissons migrateurs. Ouais. Il y a des poissons qui sont des migrateurs. Ils migrent. Ouais. S'ils sont sur comme la ces côte, jeunes qui sont en train de migrer. S'ils sont là sur la côte sénégalaise, c'est pas pour y rester. Ils vont partir par la suite. Et il y a des poissons qui peut-être sont beaucoup plus sédentaires. Avant de me prononcer, je voudrais quand même prendre cette précaution pour dire les accords portent sur quel type de poisson. Ouais. Et est-ce que ces poissons-là sont des résidents permanents des côtes sénégalaises? Il y a ça. Mais en même temps aussi, je dis, quels que soient les accords que l'on produira, il faudrait que les pouvoirs publics tiennent compte de deux choses. Le poisson, c'est un produit que l'on mange, mais qui aussi nourrit des familles. La pêche occupe une place extrêmement importante dans notre économie. Ça, c'est d'un. Non seulement ça permet de se nourrir, mais ça donne des emplois. En même temps aussi, la pêche est un secteur d'activité où nous avons des qualifications. Quand vous parlez de la pêche, cette activité-là, moi je la vois comme la bijouterie. Il n'y a pas meilleur bijoutier que les Sénégalais. Il n'y a pas meilleur pêcheur que les Sénégalais aussi. Depuis le filet jusqu'à la production de la pirogue, et pouvoir aller en mer et revenir sans avoir l'équipement sophistiqué des Européens. Mais il n'y a que les Ghanéens sur la côte, il y a les Ghanéens, il y a les Sierra Leonais, mais il y a aussi les Sénégalais. Ce qui fait que la pêche fait partie de notre patrimoine culturel. Ce n'est pas tout simplement une activité lucrative, mais quelque chose qui forge notre propre culture. Oui, et de ce point de vue, il faut respecter. La perception chez ces pêcheurs, c'est qu'on brade nos ressources halieutiques au profit de grands navires qui pratiquent la pêche industrielle au détriment de la pêche artisanale. Oui. Si c'est le cas, il faudrait qu'à partir de ce moment, l'État sénégalais révise un peu ses accords pour quand même laisser quelque chose pour nos populations. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que les autorités chargées du secteur de la pêche expliquent aux populations sur quoi portent ces accords. Parce que moi, j'ai entendu 2 ou 3 sources, y compris une source européenne, dire ceci. Oui. Les accords ne portent pas sur le type de poisson que pêchent les pêcheurs sénégalais. On a parlé du thon, 10 000 tonnes par an pendant 5 ans, ça fait 50 000, mais aussi du merlu, 1750 tonnes. Mais même là aussi, il y a un débat. Les gens ont le sentiment qu'il y a un bradage 10 milliards de francs CFA pour tous ces accords. Je crois que dans ces conditions, ces accords sont appelés à être révisés parce que vous ne pouvez pas engager des accords qui nuisent à votre propre population. Et le thon, le merlu, c'est-à-dire le tchof, mais c'est ce qu'on mange quand même. Donc, et les personnes qui vont les pêcher, c'est quand même nos pêcheurs. Donc, dire que ça ne porte pas que sur les espèces que les pêcheurs du Sénégal attrapent, s'il y a le thon et s'il y a le merlu, le tchof, je suis désolé de dire que non, c'est des espèces que nos pêcheurs eux-mêmes attrapent et que nous achetons. Donc, je crois qu'il y a à réviser pour peut-être laisser suffisamment de ressources pour que aussi ces pêcheurs qui sont très experts et qui sont très engagés puissent trouver de quoi mettre sur le marché. Et que l'on respecte ceci. Le repos biologique, Mamoudou, c'est le repos biologique qui permet de reconstituer le stock qu'il y a dans les océans. Regardez ceci. Il y a eu une réflexion qui venait d'un pêcheur ou d'un mareyeur. C'est quand on a décrété le confinement ici.
quelqu'un est allé faire un reportage à Soumbédioune et il lui a dit ceci. Comme il y avait le confinement, on n'est pas allé en mer pendant 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus quelle est la durée. Et il dit, grâce à ce moment de repos chez nous, ça a permis aux poissons d'avoir un repos biologique. Ouais. C'est pour ça qu'on a trouvé autant de poissons. Ouais. Il faudrait que les gens acceptent de respecter ça. Ouais. Chaque année, j'ai entendu beaucoup de pêcheurs s'en plaindre. Ouais. On ne peut pas aller pêcher, on ne peut pas ne pas aller pêcher parce que si on n'y va pas, nos enfants ne seront pas nourris. Oui, mais il faut quand même une période où la ressource pourra être décuplée. Et puis quand même, cette maladie avec des éruptions cutanées, on parle d'un produit toxique qui se trouverait dans la mer, mais qui a déversé ce produit. Est-ce que c'est du toxique déversé par nos usines qui ont complètement détruit la baie de Anne? Mamoudou, j'ai grandi à Anne. Oui. Je connais cette plage-là. Ou alors des bateaux qui viennent déverser des déchets. C'est un phénomène qui existe aussi. C'est pourquoi je dis qu'il doit quand même y avoir une enquête sérieuse. Je crois que le ministre de l'Environnement a parlé d'algues, que ça pourrait être d'origine des algues qui sont dans la mer. Mais les algues qui sont dans la mer, il faut vraiment que la pollution les attaque pour que ça puisse être un poison comme ça. Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est les eaux polluées que l'on déverse dans la mer qui viennent de certaines usines? Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de sabotage de bateaux extérieurs, étrangers, qui peuvent déverser quelque chose qui va nuire à nos pêcheurs et qu'ils en profitent? Toutes les hypothèses sont possibles. Mais ce qu'on retient, c'est que l'environnement, ce n'est pas un jeu. Et le fait de vouloir un peu partout dans le monde, sauf aux États-Unis, protéger l'environnement, c'est extrêmement important. Le WARC, Centre de recherche ouest-africain, s'intéresse à cette question de la migration. Oui, c'est des questions qui nous intéressent parce que ces questions qui nous intéressent doublement. Si vous avez suivi l'évolution du WARC, régulièrement, on organisait des conférences ouvertes au public et que la presse d'ailleurs vraiment couvrait de manière extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Et ça portait sur des thèmes comme ça. Et on en a beaucoup fait. L'autre partie, c'est que le WARC existe principalement pour accueillir des chercheurs. Et voilà des thèmes. La migration, ce phénomène de cette pollution de la mer qui a donné cette maladie-là aux jeunes pêcheurs. Tout ça, c'est des thèmes sur lesquels nous réfléchissons à travers nos chercheurs qui viennent, qui demandent des autorisations de recherche et qui s'engagent un peu partout au Sénégal à mener des activités de recherche. Et nous sommes les relais pour les aider à avoir aussi bien les documents que les personnes ressources. On va faire un glissement en parlant un peu de politique. On prendra 5 minutes à peu près pour ça. L'immigration clandestine, justement, et la pandémie de Covid-19 sont les principales motivations avancées par Idrissa Seck pour justifier sa nouvelle alliance avec le président Macky Sall, une réconciliation politique qui fait débat. Les arguments du nouveau président du Conseil économique, social et environnemental vous semblent-ils convaincants? Bon, je dirais ceci. Il y a un sage qui a dit, en politique, il ne faut jamais dire jamais. La plupart des observateurs étaient à 1000 lieues de penser que, en cette année, il y aurait une réconciliation entre Idrissa Seck et Macky Sall. Mais donc, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Parce qu'on percevait Idrissa Seck comme quelqu'un qui, là où il se trouve, ne pouvait chercher qu'une seule chose, la présidence de la République. Il a une présidence, mais c'est la présidence du Conseil économique et social. Il a avancé ses arguments. Je dirais ceci, si effectivement le fait qu'il se soit rallié, je ne peux pas parler de transhumance, si le fait qu'il fasse cause commune avec Macky Sall va, si vous voulez, aller dans le sens du bien de ce pays-là, qu'il y ait un peu plus de consensus, qu'il y ait un gouvernement ou un pouvoir public très fort qui puisse prendre des décisions très fortes pour l'avancée du pays. Des décisions impopulaires aussi, non? Oui, ou des décisions impopulaires. Que ce consensus-là
ne se justifierait pas par des mesures, des réformes qui pourraient être impopulaires. C'est exactement ça. C'est parce que c'est quand vous avez une certaine force et une certaine majorité que vous pouvez prendre des décisions sans que les gens ne se déversent dans la rue. Mais l'autre point, c'est que ça affaiblit l'opposition quand même. Or, l'idéal de la démocratie, c'est qu'il y ait cet équilibre-là entre l'opposition et la majorité gouvernant et gouvernant légitimement, mais l'opposition pouvant aussi manifester pour exprimer son mécontentement. Je crois que les gens ont beaucoup crié par rapport à Idrissa Seck. Moi, je ne vais pas crier, je constate. Je constate qu'il a rejoint le président au moment où on y pensait le moins. Est-ce pour amener l'expertise dont on dit que Idrissa Seck en a beaucoup? Si c'est ça, merci beaucoup qu'il se mette au travail pour le peuple sénégalais. Est-ce que c'est pour des calculs politiques autres? Ça, vraiment, je n'en sais rien. Je ne suis pas politicien. Bon, calcul politique, vous avez lâché le mot. Le leader de Rewmi, en tout cas, semble avoir adopté maintenant le plan Sénégal émergent, après l'avoir durement critiqué, en soutenant au plus fort de leur rivalité que la vision du président Macky Sall s'arrêtait à Diamniadio. Aujourd'hui, par la faveur de leur retrouvailles, il parle du train du PSE, direction 2035, voire bien au-delà. Mais est-ce que finalement, ce ne serait pas les termes du deal, aller au-delà de 2024 ensemble? Peut-être, parce que 2024 est une équation ici, autant qu'il l'est d'ailleurs aux États-Unis. Parce qu'il y a des choses que Trump est en train de mettre en place, on y reviendra. Mais 2024, qu'est-ce qui va se passer? C'est la grande question. Un arrangement politique entre les deux hommes qui consisterait à se passer le relais, par exemple? Oui, si ce n'était pas en terrain politique, on allait dire ceci. On nous a donné une constitution qui consacre 2 mandats. Mais cette constitution, il y a de grands spécialistes des sciences politiques, notre ami Babacar Gueye, vous le connaissez, qui disent mordicus qu'il y a des loopholes, c'est-à-dire qu'il y a des failles dans la manière dont ça a été rédigé. Et il l'avait dit devant notre micro. Qui donne la possibilité d'aspirer à un 3e mandat. Est-ce que Idrissa Seck va travailler, est là pour travailler pour que Macky ait un 3e mandat? Ou alors, est-ce que Idrissa Seck est là pour que Macky puisse l'aider à avoir le pouvoir en 2024? Ce serait, si vous voulez, une architecture extraordinairement bien menée. Et ça montre que les deux sont de grands politiques et de grands stratèges. Les jeux sont ouverts. Les jeux sont ouverts. Parce que le fait qu'il soit là pendant 3 années au moins, à être dans les rouages du gouvernement, mais ça lui permettra de rattraper le train qui est en train de partir. Et il aura dans sa tête tous les projets, toutes les initiatives. Qu'est-ce que ça va être? Ça, vraiment, je donne ma langue au chat, je ne sais pas. Et peut-être pour le président Macky Sall, le souci de perpétuation du plan Sénégal émergent. Parce que ce n'est pas un mauvais plan. Et tout ce qu'on nous a mis en place, si jamais on arrivait à réaliser ça, mais l'émergence ne serait pas un mot derrière lequel, ou en tout cas une réalité derrière laquelle on est en train de courir. On aurait rattrapé l'émergence à 2035, disent-ils, mais peut-être plus tôt, j'espère. Je crois que ce serait une bonne façon d'assurer la continuation des initiatives et aussi dire, pourquoi pas, d'autres initiatives qui viendraient de Idrissa Seck lui-même, parce que ce bonhomme-là, il est quand même assez intelligent et il peut mettre en place des idées qui peuvent prospérer. Le nouveau ou le nouvel Idriss Seck est arrivé. Oui. Ou bien le même Idrissa Seck. Est-ce qu'il n'y a pas une constance dans les actes qu'il pose? Il dit, je ne lis pas, en le regardant comme ça, je ne lis pas un Idrissa Seck différent du Idrissa Seck que nous avons tous connu. Et donc, il y a de la constance dans ces initiatives inattendues. Voilà. Vaste question alors. Que reste-t-il à faire à ceux qui ont des ambitions affichées ou cachées de succéder au président Macky Sall, aussi bien dans le camp du pouvoir que du côté de l'opposition? Oui, mais vous savez, le Wolof l'a dit, si vous avez des ambitions, mais ayez vos ambitions,
mais soyez fidèles à la tâche qu'on vous a confiée. Mais tissez votre toile. Macky avait commencé à tisser sa toile de manière tranquille, personne ne sait, et il a surpris tout son monde. Mais ça, c'est quand on est au pouvoir. Mais oui, dans le camp du pouvoir. Mais chacun peut avoir l'ambition de devenir président du Sénégal. Moi, je ne l'ai pas, je l'ai pas du tout. Mais il est légitime que les gens aient de l'ambition. En fait, celui qui n'a pas d'ambition ne va nulle part. Et pour l'opposition? Dans l'opposition, je crois que l'opposition se sent encore plus affaiblie. À moins que Sonko n'y aille de manière résolue et parvienne à rassembler l'opposition autour. Parce que là aussi, il y a un problème de personne. Si vous dites l'opposition, qui va être le leader de l'opposition au point de rassembler toute l'opposition autour de soi? Sonko. Bon, vous avez Sonko, mais vous avez le fils de Wade et vous avez les initiatives que Wade est en train de prendre. Vous avez Diop, l'ancien maire de Dakar, Pape Diop. Bon, vous avez Khalifa Sall, vous avez plein de têtes comme ça qui sont là, mais qui acceptera de se faire un peu harakiri pour faire avancer, si vous voulez, un nom et une personne, à moins qu'il fasse ceci, ce que les gens avaient fait en 2012 avec Macky Sall. On va tous à la pêche des voix, mais on acceptera de soutenir celui qui aura le plus de voix. Et ce qu'ils ont fait, peut-être que l'opposition fera ça en 2024, je ne sais, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que autant à l'APR, certaines personnes sont en train de partir, autant cette alliance-là, Macky, tranquillement, est en train de la renforcer. Parce que même ceux dont on parle en disant que oui, c'est des gens qui risquent d'être frustrés, mais s'ils sont frustrés, ils vont où? Le PS va aller où? L'AFP va aller où? Oui, mais du côté de l'APR, on a quand même suivi un peu la réunion du secrétariat. Oui, je sais. Qui a dit que ceux qui ont quitté le gouvernement ont renouvelé leur allégeance, entre guillemets, mais avec l'absence remarquée de Mme Aminata Touré. Oui, mais Mme Aminata Touré, elle a raison de dire que avoir de l'ambition, ce n'est pas un crime. Mon seul problème, c'est que elle ne s'est pas fait adouber à Kaolack, elle ne s'est pas fait adouber du côté de Kaffrine ou Gossas, je ne sais plus, et Grand Yoff lui résiste toujours. Parce qu'il faut quand même avoir une certaine carapace politique. Ouais. Mais à ce jour, à part les postes qu'elle a occupés au niveau du gouvernement, et c'était des postes auxquels on est nommé, elle n'a jamais eu un poste, à ce que je sache, elle n'a pas encore de poste électif. Or, c'est les postes électifs qui permettent de mesurer le poids politique de quelqu'un. Être maire quelque part. Être maire quelque part, être président du truc départemental, conseil départemental, etc., etc. Alors, Ousmane Sène, le jury du dimanche vous accueille aussi parce que vous êtes spécialiste des États-Unis. Traversons en toute tranquillité l'Atlantique pour parler des lendemains incertains de l'élection présidentielle américaine. On va migrer vers l'Atlantique. Absolument, on migre vers l'Atlantique. Donald Trump semble vouloir s'accrocher au fauteuil présidentiel malgré la victoire annoncée du démocrate Joe Biden. Est-il déjà arrivé dans l'histoire des États-Unis qu'un président refuse de reconnaître sa défaite et s'accroche au fauteuil? Ah oui. La passation de pouvoir entre Franklin Delano Roosevelt et le président qu'il devait remplacer était tumultueuse, mais ils ont eu la sagesse d'entrer dans le même véhicule, de se faire conduire à la Maison-Blanche et de faire la passation. Il y a eu aussi le cas de Andrew Jackson, je crois, qui voulait aussi s'accrocher, mais ça n'a pas marché. Il y a au moins 2 situations où manifestement les présidents sortants ne voulaient pas. Mais leur initiative s'est terminée en eau de boudin, parce qu'il y avait, et sera la même chose pour Donald Trump. On n'en a pas vu quand même qui ait eu la hargne aussi coriace et féroce de Donald Trump, au point de renverser de grands responsables de l'administration américaine, si vous voulez, de les dégommer, ou alors de prendre des initiatives vraiment en plein jour. Il convoque les républicains
du Michigan pour parler avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent, ou selon en tout cas vos confrères, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que la décision, finalement, sera prise par les grands électeurs. Oui. Ben, la seule manière d'inverser la situation, c'est de mettre en place des grands électeurs qui voudront voter pour Donald Trump. Et ça, c'est pratiquement impossible. D'autant plus que ces élus du Michigan ont clairement dit qu'ils vont appliquer la loi et à la lettre. Ils ne vont pas s'amuser à vouloir tripatouiller quoi que ce soit. Oui. Les résultats sont là, les résultats sont éloquents et ils vont appliquer ça. Mais des obstacles sur la route de Joe Biden ne manquent pas. Il y a le refus catégorique d'Emily Murphy, la patronne des services généraux, de lui remettre la prise de main de l'administration, ou de lui permettre la prise de main de l'administration, comme le veut la tradition. Il y a aussi le recours de Trump devant la Cour suprême pour des raisons sans en apporter la preuve de bulletins de vote frauduleux. Mais il y a que, même s'il devrait partir, lui, Donald Trump, ce ne sera qu'à partir du 20 janvier 2021, date de l'investiture du président élu. Que va-t-il se passer d'ici là? D'ici là, ce qui va se passer du côté de Donald Trump, qui semble être rancunier, c'est qu'il va empêcher le plus longtemps à Joe Biden d'avoir accès aux documents, et surtout à la sécurité, encore que 2 commissions avaient été mises en place. Ces commissions, de la part du côté de Biden et du côté de Donald Trump, c'est ces commissions-là qui auraient dû se réunir régulièrement pour que la passation de service se fasse sans anicroche. Donald Trump a interdit à tous ceux qui sont de son côté de se rapprocher d'un quelconque membre du groupe de Biden. Donc, quelque part, il y aura une lenteur. L'autre chose, c'est qu'il va faire tout pour prendre des décisions qui, finalement, peseront encore sur la capacité de Biden de fonctionner. Il a menacé de faire la guerre à l'Iran. Oui. Voilà. Et il y a la question, si vous permettez, de Ndalaou Ba, qui dit « Je suis diplômé en relations internationales. Je voudrais savoir les conséquences des actes du président sortant Trump concernant l'Iran, la visite de Pompeo dans des territoires occupés en Cisjordanie sur la politique étrangère de Joe Biden. Et en cas d'atteinte négative sur la transition, est-ce qu'il y a une possibilité d'intenter une action en justice contre toute personne qui empêche un transfert pacifique du pouvoir ?» Donc les actes de Trump... Oui, les actes de Trump, tant qu'il n'y a aucune législation qui interdise, mais jusqu'à présent, on n'est pas allé vers les dates butoirs qu'il refuserait, vers les dates butoirs. Il y a des dates qui sont très claires. Le 14 décembre, oui. Les États devraient avoir fini de certifier les résultats, oui. Et transmettre au Sénat. À partir du 5 ou du 6 janvier, le Sénat devrait faire le décompte des grands électeurs et confirmer que Biden a gagné les élections. Le 20 janvier à midi, Joe Biden va prêter serment, et à partir de ce moment, mais c'est à partir de ce moment seulement que le président est out. Mais ce qu'on a l'habitude de constater, c'est qu'un président qui est dans la posture de Donald Trump, mais il y a un nom pour ça, c'est un lame duck, un canard boiteux. Quand vous allez votre dernier mandat, ou quand vous êtes battu comme ça, la période où vous exercez, normalement, vous ne devriez plus prendre des décisions aussi hardies que ça. Est-ce qu'on peut imaginer le scénario catastrophe que Trump, parce que c'est quelqu'un d'imprévisible, vu les actes même qu'il a posés depuis cette élection, oui. Ben, dans ces conditions, il refuse de quitter son fauteuil, le bureau ovale. Dans ces conditions, les services secrets viendront, parce que ce n'est même pas l'armée. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police, c'est les services secrets qui seront chargés de venir le prendre et de lui donner son baluchon et lui dire « Au revoir, monsieur le président ». Et il n'y a rien qui puisse empêcher... Comme un locataire qui refuse de sortir, on va le jeter dans la rue. Il va s'éviter cette humiliation. Ouais. Vous savez ce que je pense? Ouais. Je pense que Donald Trump est en train de monter tout ce théâtre-là parce qu'il veut être président, il veut être candidat
en 2024. Ah oui? Il est plus jeune que Biden. Oui. En 2024. Relativement plus jeune. Oui, mais en 2024, il ne ont... pourra avoir que l'âge de Biden au moment où on est. Ouais, ça, c'est un. 14 ans aujourd'hui. Ça, c'est un. De deux, on ne voit pas dans l'environnement républicain quelqu'un qui a le profil de Donald Trump. De trois. On ne voit pas aussi dans le landerneau politique démocrate quelqu'un qui puisse tenir tête à Donald Trump, parce que les scores de Donald Trump sont surprenants. Donald Trump a perdu, mais il a perdu de manière surprenante. Partout où on pensait qu'il allait être battu à plate couture, ça n'a pas été le cas. Ouais. Même chez les Noirs, même chez les Latinos, même chez les femmes. Et pourtant, chacun disait, oui, mais il est là, il est inutile pour nous, il nous fait la guerre. Ces gens-là, le pourcentage de votes qu'ils lui ont donné, ça, de mémoire d'homme, on n'a jamais donné ça à quelqu'un qui a le profil de Donald Trump. Ce qui veut dire que Donald Trump, sur le plan politique, n'est pas grillé. Loin de là. Et là, moi, je me dis qu'il est en train de jouer le rôle de celui qui ne perd jamais, le général qui conduit ses troupes, pour que les républicains, en 2024, le choisissent comme leur candidat. Ça, c'est tout à fait possible. Il ne risque pas de poursuites judiciaires éventuellement. Ah oui, mais quand on est milliardaire et que l'on paye $750, entendez ce que j'ai dit, milliardaire, et en matière d'impôts, vous vous arrangez pour payer chaque année $750 pendant plus de 10 ans, mais le fisc doit vous poursuivre. Donc, il a beaucoup de casseroles. Il a beaucoup de casseroles. Et si les gens prennent des initiatives, mais il peut aussi se retrouver en prison. Il a beaucoup de problèmes de ce Très rapidement, une vice-présidente de Biden nommée Kamala Harris, de père d'origine jamaïcaine et de mère d'origine indienne. Première femme à cette fonction d'abord. Comment expliquez-vous cette double première en Amérique? Oui, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu Barack Obama, on pensait effectivement que un vice-président noir ou une vice-présidente noire, c'est pas impossible. Et il y avait au moins 5 femmes, parmi lesquelles Biden devait choisir. Et finalement, c'est Kamala qui a remporté, pour un certain nombre de raisons. D'abord, Kamala, tout en étant juge, est une politique. Elle a occupé des fonctions politiques en Californie. Elle a un profil intellectuel extraordinaire. Quelque part, elle fait le consensus autour de sa personne parce qu'elle n'est pas beaucoup trop à gauche. Il y en a 2 qui sont beaucoup trop à gauche, qui étaient sur la liste, mais ne sont pas passés. Mais quelqu'un qui pourrait vraiment, si vous voulez, traiter avec Joe Biden, mais aussi traiter avec la partie un peu plus à droite du Parti démocrate, aussi gérer ceux comme Bernie Sanders qui sont beaucoup plus à gauche, mais Kamala Harris avait le profil pour le faire, même si quelque part elle est critiquée par certains Africains-Américains qui disent que alors qu'elle était juge, elle n'a pas été très clémente avec les Noirs américains. Mais enfin, bon. Aujourd'hui, une femme vice-présidente aux États-Unis, demain une présidente carrément, comme Kamala Harris ou Michelle Obama. On parle Michelle beaucoup d'elle. Obama déjà, Michelle Obama, je ne sais pas si Michelle Obama aura encore la tentation de retourner en politique. Les gens ont posé sur la table l'hypothèse que, comme Obama est très proche de Biden, est-ce que finalement, il ne ira pas de temps en temps à la Maison Blanche pour aider Biden? Et Obama a dit ceci: je ne pense même pas à ça. On lui dit pourquoi? Il dit parce que si je le fais, Michelle va me répudier. Donc, je ne crois pas que Michelle Obama, mais en politique, il ne faut jamais dire jamais. En tout cas, elle aurait un bon profil. Les Américains l'aiment bien, énormément. Alors, Kamala Harris, qui peut-être après, parce que Biden ne peut pas se représenter, compte tenu de son âge, je crois qu'il ne supporterait pas le poids. Kamala Harris ou d'autres, comme Mimi Touré, qui aurait un bon profil et qui ambitionne d'être président de la République, c'est possible. C'est possible. Mais que ça soit noir ou blanc, c'est possible. Parce que Hillary Clinton aurait pu être présidente de la République des États-Unis. Elle n'a pas eu de chance. Très bien.
Un mot, vraiment, je suis même frustré parce que j'avais prévu quand même qu'on parle beaucoup des mémoires de Barack Obama. Oui. Les mémoires de Barack Obama sont l'autre sujet d'actualité en Amérique et même ailleurs dans le monde. Oui, oui. Une terre promise est le titre de l'ouvrage de l'ancien président américain. Avant même de parler de ces croustillantes anecdotes, Sarkozy qui bombe le torse comme un petit coq, et comment j'ai humilié Trump en public, tout ça, il le dit. Mais l'époux de Michelle Obama évoque sans gants la question raciale et son trouble psychologique, si on peut le qualifier ainsi, du fait de son métissage. Le parallèle de ce point de vue est tentant avec Kamala Harris, métisse elle aussi, mais Barack Obama, un noir qui assume sa négritude, entre guillemets, tout en se méfiant de l'idée très répandue parmi les Afro-Américains comme lui, suivant laquelle les Blancs étaient tous d'un racisme irrémédiable. Et je suis d'accord avec lui, parce que je le dis, j'ai des collègues et des amis qui sont aux États-Unis et qui sont des Blancs. Honnêtement, je ne peux pas me lever et dire qu'ils sont racistes. Ça, je ne peux pas. Parce que j'ai vu des actes qu'ils ont posés. Il nous reste très peu de temps. Mais franchement, je l'ai vu. Aussi bien par rapport à moi que par rapport à tous mes nombreux étudiants qui sont allés aux États-Unis, qui se sont vus accueillir par une famille blanche, qui a payé leur bourse pour qu'ils aillent étudier jusqu'à la licence et la maîtrise, et que maintenant, ils soient responsables de leur famille au Sénégal. J'ai vu ça, donc je ne peux pas dire que tout le monde est raciste. Mais parlant du livre de Barack Obama, deux mots, le mot espoir et le mot changement. S'il dit « Yes, we can », nous pouvons. Mais si nous pouvons, ça veut dire que nous ferons. Et ce que nous ferons changera nécessairement demain. Mais yes, we can, ça veut dire aussi qu'on n'a pas encore fait, mais on pourra le faire. Tout ça comprend les deux mots qui sont, si vous voulez, l'épine dorsale de sa pensée. Et si vous voulez, et de sa philosophie de vie. Espoir et changement. Espoir et changement. Ça, c'est la posture de Barack Obama. Malgré les vicissitudes de sa vie, parce que son père était professeur, certes, mais bon, il l'a perdu très tôt, et je crois que le contact avec son papa n'était pas permanent. Sa mère blanche, tiraillée entre la communauté blanche et la communauté noire, surtout à un moment où les Américains n'étaient pas... C'est dans les années 60, avec le mouvement des droits civiques, que tous les Noirs américains ont accepté d'être ensemble. Parce qu'avant, c'était noir comme Ousmane Sen, mais métissé. Et bon, voilà, donc c'était pas... Mais maintenant, ils sont tous ensemble. Avoir vécu ça et avoir vécu d'autres choses, ça n'a pas entamé, si vous voulez, cet espoir extraordinaire qu'il a par rapport à la vie. Et aussi cet espoir qu'il a dans la capacité des hommes, des êtres humains, de pouvoir changer leur arme d'épaule si ça ne marche pas. Donc c'est une philosophie très optimiste. Oui, mais en tout temps quand même relevant que la démocratie américaine était en train de vaciller un peu avec cette élection. Oui. Mais puisque vous parlez d'espoir, Ousmane Sen, et c'est pour en terminer, un vaccin d'ailleurs, un vaccin contre le coronavirus avec une efficacité de près de 95%. Donald Trump, qui est encore là, pour reparler de lui, il a annoncé en grande pompe près de 8 milliards d'individus à vacciner à travers le monde. C'est un peu l'espoir que suscite ce vaccin. Croyez-vous que l'Afrique, encore une fois, pourra y accéder facilement? Un vaccin pour tous. Oui, j'ai entendu même des gens dire qu'il faudrait que l'Afrique trouve son propre vaccin. Mais je crois que, que ça vienne des États-Unis, ça ne nous étonne pas. Parce que quelque part aussi, c'est la mission de la grande puissance mondiale. Mais ce qu'ils ont comme scientifiques, mais ce qu'ils ont comme moyen, qu'ils trouvent un vaccin, c'est tout à fait désirable et j'espère que nous pourrons quand même nous approvisionner pour quand même essayer d'éradiquer définitivement le coronavirus. Même si l'Afrique est moins impactée, contrairement aux prévisions. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a eu 6 cas communautaires par rapport à 250 000 cas. Non, 250 000 morts aux États-Unis et plus de 11 millions de personnes affectées et pratiquement plus de 1000 personnes par jour.
C'est extraordinaire ce que c'est en train de détruire. Nous n'en sommes pas à cette situation-là, Dieu merci, mais on leur souhaite aussi de pouvoir trouver le vaccin pour eux-mêmes et pour nous-mêmes. Merci Ousmane Sène. On n'a pas eu le temps vraiment de parler davantage du livre de Obama. Ce n'est que partie remise. Oui. Non plus les caricatures du prophète Mohammed, mais retenez quand même l'information cette semaine, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'on peut aller en prison en caricaturant. Oui, et je voudrais vous remercier Mohamed, parce que ce qu'on fait ça, c'est utile. Oui. Si ça participe à éclairer l'opinion publique sénégalaise, vraiment, c'est une bonne initiative et je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci Ousmane Sène, directeur du WARC et spécialiste des États-Unis. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter le jury du dimanche iRadio ITV. À la technique, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndiaye et Ibamar Sène. Vous avez également l'occasion de lire le compte-rendu de cette émission sur votre site immedia.sn avec Aliou Diouf pour le texte et pour la photo, Abdoulaye Silla. Réseaux sociaux, Biram Pouy, Mamoudou Diagne. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.